Bonjour, donc après avoir discuté herbicides et fongicides, je vais vous parler de l'expérimentation sans phyto de synthèse. Donc c'est une expérimentation qu'on mène quand même déjà depuis un petit moment. Donc on a commencé sur la campagne 2018-2019 à mettre en place une expérimentation système donc sans phyto. Donc à l'époque on appelait l'expérimentation AgroSem qui a duré pendant 6 ans. Et maintenant en fait on est sur une deuxième version qui est AgroSem 2. Et le but de ces deux expérimentations, ça reste le même, c'est produire des semences de qualité sans utiliser de produits phytosanitaires de synthèse. C'est-à-dire qu'on s'autorise les produits biocontrôle et les produits utilisables en agriculture biologique. Donc pour cette deuxième version, en fait, on a plusieurs partenaires. On est, comme pour la première version, entré donc, dans le réseau DEFI, donc qui forme quand même déjà un bon réseau pour communiquer et pour acquérir quelques informations. Et après, donc, on a des partenaires financés. Il y a donc le lycée agricole de Castelnaudary, parce qu'il porte l'expérimentation sur le site de Castelnaudary. L'UMR IGEP, donc, qui est à la fois sur l'INRA de Rennes et sur l'agrocampus qui se trouve à Angers. Et en fait, ils vont nous permettre de capturer des carabes et de regarder leur contenu stomacal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont mangé, et à partir de l'ADN, essayer de retrouver quels vont être les ravageurs ou des pucerons, peut-être des ticus, etc., qu'ils auraient au préalablement mangé. Et on a donc un troisième partenaire qui est MPIT, parce que dans cette nouvelle version, en fait, on va faire entrer le chanvre dans une rotation sur le site de Brain. Donc les 3 sites qui sont concernés, ce sont les mêmes qui étaient dans la première version. On garde donc les 3 sites de Brain-sur-l'Authion à côté d'Angers, Condom dans le Gers et Castelnaudary dans l'Aude. Et à proximité, à chaque fois, on a identifié des réseaux DEFI fermes, c'est-à-dire des exploitations agricoles sur lesquelles, en fait, si on trouve des leviers qui sont intéressants, des combinaisons intéressantes, on va pouvoir les mettre en application sur ces exploitations si les agriculteurs sont volontaires. Le petit plus en fait qu'il y a dans cette nouvelle version, c'est qu'en fait on va aussi expérimenter sur des betteraves industrielles porte-graines chez des agriculteurs sur des grandes parcelles. Et on va essayer donc de gérer les adventices sans utiliser d'herbicides, parce qu'on a vu précédemment qu'avec des passages donc, de RC-tri ou de bineuse, on arrivait quand même à bien gérer les adventices sur les betteraves porte-graines industrielles. Donc voilà les rotations qui ont été mises en place sur les 3 sites. En fait, on nous avait un petit peu reproché d'avoir des rotations longues de 8 ans, donc on est repassé à des rotations juste de 6 ans. Et donc sur le site de Brain-sur-l'Authion, on va avoir un trèfle implanté sur tournesol et on va avoir un blé tendre qui va se retrouver donc derrière ce trèfle-là. Après, oignons, chanvre et comme le trèfle, c'est une culture en porte-graine qui n'a duré que pendant 1 an, en fait ça nous libérait 1 année, et donc il va y avoir donc les triticales qui vont être présentes sur le site de Brain. Sur le site de Condom, la légumineuse fourragère, c'est de la luzerne qui dure 2 ans. Donc derrière la luzerne, on retrouve le blé tendre, et après oignons et puis betteraves sucrières, parce que c'est dans la zone des betteraves sucrières. Sur Castelnaudary, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va retrouver en fait une carotte, parce qu'il y a quand même plus de production de potagères aux alentours de la zone de Castelnaudary. Et sur le terrain, en fait, on avait auparavant 8 bandes de culture, et en fait, on va sortir 2 bandes du dispositif pour pouvoir donc, faire notre rotation sur les autres. Donc, par exemple, sur Brain, donc, cette année, en fait, on n'avait pas encore implanté du triticale parce qu'on l'a décidé un petit peu tardivement, donc on a du millet à la place, mais vous avez donc les 6 cultures de la rotation. Alors, maintenant, on va faire 2 points. D'abord, les résultats plutôt techniques, donc sur l'année 2024-2025, mais aussi les 6 années qu'il y avait auparavant. Donc, on a fait quand même 7 années, on a un petit peu de recul. Donc, tous les leviers qu'on a mis en place, vous avez une petite liste là, en fait, à chaque fois, ça peut être pour lutter contre les adventices, les maladies ou les ravageurs. Donc, les alternances, déjà, on va commencer assez tôt, pendant la rotation déjà, à essayer de gérer un petit peu les bioagresseurs. Donc, on va avoir l'alternance des époques de semis qui vont nous aider à gérer les adventices. Et dans nos rotations, on a quand même assez peu de céréales, ce qui fait qu'en fait, ça nous aide quand même pour les adventices, mais aussi pour les maladies et ravageurs. On a des variétés qui sont plutôt rustiques, ce qui va nous aider à gérer un petit peu plus des septorioses, des fusarioses. Un semis tardif qui vise surtout à limiter les adventices, donc des régras par exemple,
et qui nous aide aussi donc, à ne pas avoir de pucerons à l'automne. Un biel azoté qui va être diminué de 15% de façon arbitraire, donc, mais en étant un petit peu moins alimenté, un petit peu moins poussante, nos céréales, ça permet quand même de lutter un peu plus donc, contre les maladies et puis de gérer un peu les pucerons. On peut s'autoriser aussi des produits de biocontrôle donc pour gérer maladies et ravageurs. Et après, en cours de culture, on peut avoir du désherbage mécanique ou de l'essimage et au pire des cas, aussi du désherbage manuel, donc pour gérer les adventices. Donc, les principales adventices qu'on a observées. Donc ça, c'est une synthèse qu'on va voir sur les 7 années de production, sur les 3 sites. Donc, vous avez une première colonne qui va être la fréquence, c'est-à-dire dans combien de cultures est-ce qu'on a vu cette adventice. Et après, les 3 colonnes qui suivent, c'est les densités maximum qu'on a trouvées chaque année. Et c'est la moyenne donc, de chacune des densités maximum sur les 7 ans. Donc, ce qu'on voit que l'adventice la plus fréquente, en fait, c'est de la véronique. Donc, c'est quand même pas trop impactant sur la culture, tant qu'elles ne sont pas concurrentielles. Voilà, ça nous fait pas très peur. C'est triable sans problème, un cycle décalé. Bon. La deuxième plus fréquente, ça va être les helminties. Donc, ça peut être un petit peu plus concurrentiel. Après, si on regarde les densités maximum qu'on retrouve sur les 3 sites, la véronique, c'est vraiment celle qui a la densité la plus forte dans les 3 sites. C'est la plus courante. Et si on regarde site par site, on va voir que sur Brin, donc, il y a une forte densité de chardon dans les blés, ce qui a incité quelques essimages, par exemple. Il y a une forte densité aussi d'helminties et après, donc, nos véroniques. Sur Condon, ils sont vraiment centrés sur les véroniques et il y a aussi des renoués liserons, bizarrement, qui ressortent, qui quand même, sont des adventices plutôt de printemps, on est assez peu habitué à les voir. Et sur Castelnaudary, donc, on a des véroniques et en plus donc, des sénessons et des latterons. Donc plutôt toutes les adventices qui vont se ressemer avec des akènes qui sont propagés par le vent. Ça se trouve pas mal sur Castelnaudary. Mais après, si on regarde des adventices qui sont un peu plus couramment trouvés dans les cultures, on va dire, de céréales conventionnelles, en fait, si on regarde donc plutôt la folle avoine qui va être réglementée, des régras ou des vulpis, et même du vulpin, en fait, on en a assez peu, voire on n'a pas du tout de vulpin, on n'a jamais vu de vulpin dans notre parcelle. Après, on est peut-être dans des zones où il y en a moins que dans le reste de la France, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir peu d'adventices? Donc, il y a différents types d'itinéraires qui ont été fréquemment utilisés sur chacun des sites. Donc, d'abord, sur le blé tendre de Brin-sur-Lotion, fréquemment, donc, ils ont fait 2 passages de hercétrie, entre 0 et 4 passages. Et ils ont fait aussi, en fait, les premières années, comme il fallait implanter une luzerne dans le blé, ils ébinaient donc, le blé pour pouvoir laisser la place à la luzerne. Et donc, il y a eu des binages sur ce blé, mais avec une bineuse à grand écartement. C'est tout à fait inhabituel. Un peu plus habituel, donc ils ont fait aussi des essimages ces dernières années pour, par exemple, gérer des chardons pour qu'ils ne se ressèment pas. Sur Condon, il y a aussi eu très fréquemment sur leur blé tendre donc 2 passages de hercétrie, des binages pour semer la luzerne aussi, et quelques essimages, mais donc c'était plutôt les premières années. Et sur le blé dur de Castelnaudary, en fait, il y a eu la première année en 2019 des passages de hercétrie, et puis depuis, en fait, on sème le blé, on met de l'azote et on récolte. Il n'y a pas du tout de lutte contre les adventices. Donc après le résultat sur le lot final, les puretés spécifiques, et en fait, on voit que tous les lots qui ont été récoltés donc, ont donné des puretés spécifiques au-delà de la norme. Alors, on n'a pas fait de dénombrement, mais quand on a une pureté spécifique à 100%, on suppose que ça passe sans problème. Donc, on arrive à gérer les adventices. Sur les maladies, donc vous avez ce tableau-là qui va vous résumer par site les maladies qui ont été un peu plus importantes selon les années. On voit que donc sur Brin-sur-Lotion, c'est plutôt des rouilles, brunes ou jaunes, et un petit peu de septoriose aussi. Sur le blé tendre de Condon, c'est plutôt septoriose et fusa. Et sur Castelnaudary, on a quand même beaucoup plus de fusariose qui est présente. Ce qu'on a fait pour gérer les maladies, il y a eu, en fait, en début d'expérimentation, 2019, un petit peu de soufre qui a été appliqué. Et depuis donc 2020, il n'y a eu plus aucun produit appliqué sur nos blés. Et globalement, c'est à peu près sain.
Maintenant, on peut faire un petit point sur la fusariose et quelques problèmes qui sont arrivés. Donc vous avez les deux premiers graphiques là qui sont le nombre d'épis fusariés qui a été comptabilisé. Et on voit qu'en fait avec les années, donc vous avez les années en abscisse et en ordonnée, donc c'est le pourcentage. Déjà on voit une grande variabilité entre 0 et 100% d'épis fusariés. Et on voit quand même qu'il y a des épis qui sont 100% fusariés, c'est plutôt donc sur Castelnaudary. Et quand on regarde maintenant les épillés, donc plutôt l'intensité de la maladie, on voit en fait que sur Castelnaudary, il y en a de plus en plus. On peut regarder aussi donc, les résultats de faculté germinative, et il y a eu en fait 2 années où on a eu un peu plus de fusariose, et surtout une année où le lot produit n'a pas du tout passé la norme des 85%. Maintenant, si on regarde à la fois en fait la faculté germinative et le pourcentage des piliers fusariés, on voit que c'est lié, mais il n'y a pas que ça. Ça peut jouer, mais il y a des fois aussi, on a vu beaucoup de fusariose et pas de problème de germination. Donc voilà, la fusariose à Castelnaudary, ça peut impacter la FG comme ça peut ne pas l'impacter. Maintenant, sur les ravageurs, donc le principal ravageur qu'on a eu dans nos expérimentations, c'était les limaces. Et comme on a donc l'orthophosphate de fer, là, les SLUX, qui est un produit de biocontrôle, donc on s'autorise pour son application. Et dans la plupart des cultures, donc 14 cultures sur 21, on avait vraiment mis du SLUX dès que l'automne est un peu doux et avec un semis dans une période où il fait encore bon. Donc on met des anti-limaces. Maintenant, sur les pucerons à l'automne, donc on a rarement vu de pucerons, mais en même temps, on sème plutôt tard, donc plutôt début novembre, voire mi-novembre. Et au printemps, donc, on a vu des pucerons sur les épis, donc c'est assez variable, entre 0 et 60%. Et plutôt donc, sur Castelnaudary, et en même temps qu'en fait, qu'on note les pucerons, on regarde aussi les coccinelles, et en fait, on en a vu assez peu. Et surtout, on n'a pas vu du tout de larves de sifle ou de chrysope. Mais en fait, les pucerons étaient assez peu impactants. Alors, est-ce que les coccinelles vont sur les bandes fleuries qui sont à proximité et puis reviennent après dans le blé ou des choses comme ça? Mais généralement, globalement, sur le blé comme sur les autres cultures, on a été peu impactés par les pucerons. Maintenant, qu'est-ce que ça donne comme rendement? Donc, on n'est pas sur des parcelles qui font 100 quintaux. Hein. Déjà, ce n'est pas le contexte de la bosse. On voit quand même qu'il y a une forte variabilité. Les rendements les plus bas sont à peine au-dessus de 20 quintaux, et les plus hauts, ils sont presque à 80. Mais ça varie quand même beaucoup. Si on fait la moyenne par site, donc le rendement moyen sur Brin, qui a du blé tendre, c'est à 56 quintaux. Sur Castelnaudary, avec du blé dur, on est plutôt vers les 50, et sur Condom, avec du blé tendre, ils sont à 46 quintaux. Ce qui est bien, c'est de le mettre en parallèle avec les rendements qu'on a globalement dans ces départements, parce qu'on n'est pas sur des très très hauts potentiels. Donc, quand on fait le rendement en fait en pourcentage du rendement du département, donc issu des données d'Agreste, on arrive à avoir comme ces données-là, et on voit que globalement, en fait, on a une tendance à s'améliorer, en fait, à augmenter un petit peu les rendements par rapport à ces rendements départementaux. Ça enlève aussi un petit peu l'effet de l'année et de la météo. Donc, globalement, on a eu tendance quand même à améliorer nos rendements après quelques années. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui joue dessus? Donc, j'ai exploré 2 pistes. Sur le travail du sol, par exemple. Donc, en fait, on a eu différents précédents. On a eu différents travaux du sol aussi pour pouvoir gérer donc l'implantation de la culture. Quelquefois, c'était derrière des luzernes, par exemple, où il a fallu passer un outil plus profond et passer un labour, par exemple. Quelquefois, on avait peu de temps, c'était derrière un haricot qui va se récolter, on va dire, en septembre-octobre, donc peu de temps pour travailler le sol, et du coup un travail du sol plus superficiel. Donc, on a fait donc en gros 3 grandes classes pour le travail du sol. Un travail plutôt superficiel avec des chômeurs et as rotatives. Travail du sol un petit peu plus profond, plutôt cultivateur et chisel, et un petit peu plus profond encore, plutôt donc labour et des compacteurs. Donc pour une 3 premières classes, et après selon les rendements, selon les précédents. Donc avec des précédents blé, donc ça c'est la première année, ou haricots, luzerne, carottes ou oignons. Donc les effectifs dans chacune des classes selon le précédent ne sont pas les mêmes.
Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, selon le travail du sol, on va avoir des différences significatives entre le travail qui va être superficiel et les deux travails du sol qui sont un petit peu plus profonds. Selon le précédent, on ne trouve pas de différence. Maintenant, si on regarde d'autres composantes du rendement, en fait, on ne retrouve pas de différence significative, mais on retrouve une tendance sur les PMG à avoir des PMG un petit peu plus importants, donc sur le travail du sol un peu plus profond. Et sur les rendements, sur les précédents, on ne voit pas de différence. Donc, ce qu'on trouve sur nos 21 parcelles, c'est qu'avec un travail du sol non superficiel, donc un peu plus profond, on a des meilleurs rendements. On va cumuler les années, on va pouvoir voir si ça continue dans cette tendance-là ou pas. Après, évaluer selon le précédent, ça va être compliqué parce que maintenant, on a décidé que nos précédents, avant le blé, c'était forcément des luzernes ou un trèfle. Donc, ça va plus varier. Donc là, pour tout ce qui était résultats plutôt techniques. Et maintenant, on peut passer à d'autres types de résultats, donc plutôt environnementaux et puis économiques. Donc pour arriver à faire des résultats, on va dire, qui soient plus proches de ce qu'on trouve sur une exploitation agricole, on a fait des simulations, on a extrapolé nos résultats donc à d'exploitation de 100 hectares, et on l'a fait avec le logiciel Syster. Donc on a fait d'un côté 3 exploitations qui sont vraiment celles des expérimentations, et 3 autres exploitations sur lesquelles on a mis les itinéraires techniques de toutes les enquêtes économiques qui ont été faites au sein de la FNAMS, dont celle sur les céréales dont va vous parler Émile tout à l'heure. Et donc on a pris ces itinéraires techniques et après on a mis les mêmes prix pour tout le monde, parce que ce n'était pas le prix qui nous faisait choisir de certaines interventions. Donc nos exploitations, elles sont la même structure, donc il y a un chef d'exploitation salarié, 6 temporaires, du matériel qui est choisi en propriété, copropriété ou CUMA, etc., selon son utilisation, s'il est peu utilisé ou si beaucoup utilisé. Donc tous les prix, en fait, ce sont ceux de 2023, avec le contexte de 2023, quelle que soit l'année de récolte. Et notre exploitation, donc il y a 8 fois ou 6 fois 5 hectares qui correspondent à l'expérimentation donc sur les productions de semences. Il y a une partie qui est bande enherbée, une partie qui est en bande fleurie pour représenter le dispositif. Et après, il y a une partie qui est vraiment sur des grandes cultures pour pouvoir justifier l'utilisation de matériel qu'on a sur une exploitation de 100 hectares. Donc voici plusieurs indicateurs socio-environnementaux. Donc d'abord, la consommation de carburant. Donc vous avez toutes les années et tous les sites. Et globalement, en fait, on est assez proche de la référence. Donc on est en moyenne à moins 2%. Enfin, donc vraiment très proche de la référence. Maintenant, pour l'émission de gaz à effet de serre, on est plutôt inférieur, mais c'est surtout lié aussi à la diminution en fait, de l'utilisation des engrais azotés. On calcule donc nos doses selon le bilan azoté, moins 15%, donc en fait, en moyenne, on est un petit peu en dessous des références. Sur les IFT, forcément, le but, c'est de mettre moins de phyto, donc même pas du tout, donc forcément, les IFT, ils sont en dessous des références. Et sur le temps de travail, par contre, donc en fait, il y a eu, je ne sais pas si vous voyez en haut de l'écran, il y a eu un petit point qui a été une année, en fait, ils ont vu plein de coquelicots dans les blés, ils sont allés désherber manuellement, donc ça a pris beaucoup de temps. Donc si on accepte ce point donc à Brin en 2021, on est à peu près donc plus 28% de temps de travail sur ces blés dans l'AgroSem. Donc plus de temps de travail quand même. C'est plus de temps de travail aussi parce qu'on gère beaucoup en interculture et il y a beaucoup en fait, de travail du sol. Maintenant, si on regarde les coûts de production, donc vous avez la dispersion, vous avez au premier poste semences, on voit en fait une différence blé tendre et blé dur, donc blé dur sur Cassinodari avec des semences plus chères. Sur les engrais, bon, ça va dépendre un petit peu du précédent, quand on a un précédent légumineuse, forcément, bon, moins d'engrais par la suite. Sur les phytos, c'est de l'antilimace principalement. Sur l'irrigation, donc il y a eu un petit peu d'irrigation sur les blés à Angers, parce qu'en fait, déjà ils irriguent habituellement les blés, ça peut se faire si l'année est sèche. Et puis il y avait aussi un peu l'implantation des luzernes. Sur les charges de mécanisation, on voit qu'on est à peu près les mêmes résultats, quel que soit le site. Et sur la charge salariale, en fait, donc il y a le point donc, de Brin 2021 qui a été enlevé du graphique. Donc dans les postes,
on est à peu près 157 donc, euros par hectare de semences, un peu plus de 200 d'engrais, 25 de phyto, à peu près 30 d'irrigation, presque 400 euros donc, de mécanisation et plutôt dans les 250 de main-d'œuvre. Ce qui nous fait donc par site, sur Bray, on est à peu près à 1270 euros hectare. Et en fait, notre référence, donc dans les enquêtes économiques, on est plutôt à 1341. Sur Condom, donc, on est à 1275 euros hectare et dans la référence, c'est plutôt 1340. Et sur Castelnaudary, on est à moins de 1000 euros et la référence est plutôt à 1300. Donc en fait, globalement, on a des coûts de production qui sont inférieurs. Maintenant, les marges. Donc c'est bien d'avoir un coût de production inférieur, mais enfin, il faut quand même gagner un petit peu d'argent dessus. Donc à Brain-sur-l'Authion, quand on est, sans compter l'année 2021, on est qu'à à peu près 130 euros de marge par hectare. Ce n'est pas énorme. À Condom, on est à 160 euros par hectare et Castelnaudary, on est à plus de 1000 euros par hectare de marge. On est dans le contexte des prix de 2023, où quand même les céréales étaient un petit peu mieux payées qu'à l'heure actuelle. Donc vous voyez dans le graphique que les marges ne sont pas forcément positives, mais on voit aussi que globalement, comme on a amélioré les rendements, les marges s'améliorent aussi. Donc voilà, cette amélioration des marges se fait grâce à l'amélioration des rendements, parce qu'aussi on s'est mis une règle de décision sur le désherbage manuel pour ne pas refaire ce qui s'est passé en 2021. On a aussi des nouvelles variétés là en 2025. Et ces dernières années, quand on regarde les rendements aussi départementaux, on voit que c'est quand même plutôt favorable à la production de céréales. Donc tout ça, ça nous améliore un petit peu donc, toutes les marges. Du coup, quand on fait le bilan de Agrosem et d'Agrosem 2, donc de cette année, sur le désherbage, par exemple, on a quand même assez peu d'adventices. Et par contre, il y a quand même des sites où il y a des ronds de chardon, et globalement, les ronds de chardon ont tendance à s'agrandir. Sur les maladies, donc c'est quand même plutôt simple, il y a quand même des problèmes de fusariose sur Castelnaudary qui, de fois, nous ont entraîné des problèmes de faculté germinative. Donc sur la qualité, au niveau des puretés spécifiques, il n'y a pas de problème, tout est au-delà de la norme de 98%. Sur les rendements, donc les derniers rendements, ils sont plutôt élevés, par contre les premiers étaient un peu plus faibles. Au niveau environnemental, donc les gaz à effet de serre sont inférieurs à la référence, les IFT aussi. Au niveau économique, donc les marges directes avec aide sont positives, c'est déjà ça. Et donc la consommation de carburant est à peu près comme celle de la référence, les charges de production sont inférieures à la référence, par contre le temps de travail va être supérieur. Donc voici le bilan pour faire de cette année de production. Et ça va continuer, l'an prochain je vous parlerai du reste. Merci Laura pour cette intervention. Donc là, vous avez pu avoir quelques exemples de résultats qu'on a pu obtenir en céréales pour cette année. On a pensé que c'était des thématiques qui pourraient vous toucher, ces quelques sujets. Donc je rappelle la présentation sur la fusariose qui vous a été faite par Marion, puis la présentation sur le désherbage de l'épeautre, et enfin une intervention sur la production de semences de céréales. Sans produits phytopharmaceutiques de synthèse. On va pouvoir prendre quelques questions, s'il y en a. Pas de questions en céréales? Ce serait quand même curieux. Ou de remarques. Je ne sais pas si ça vous fait réagir aussi dans la salle. N'hésitez pas à réagir, on est vraiment là aussi pour dialoguer. Merci Thierry. Je suis un petit peu surpris par les résultats de marge, qui ne sont pas forcément ce qu'on peut ressentir lorsqu'on discute avec les agriculteurs. Et surtout, je suis un petit peu surpris par la différence de coût de production entre le blé dur et le blé tendre sur les aspects phyto et engrais, si mes mémoires est bonne. Et j'aimerais savoir à quoi ça peut être dû.
Donc sur l'utilisation des engrais, ça dépend du précédent, comme on fait en fait à chaque fois des reliquats azotés, on ajuste vraiment à la dose au bilan, donc moins 15%. Et si on a un précédent luzerne ou haricot par exemple, qui avait dans 2 stations, forcément il y a un petit peu moins d'engrais par la suite. Sur les phytos, c'est principalement en fait de l'antilimace. Il suffit qu'on soit dans une zone un peu plus pluvieuse, on est semé un peu tôt, voilà, il faut mettre de l'antilimace. Si on est dans des conditions moins humides, il y en a moins. Alors je vais dire ce que j'ai l'habitude de dire lorsqu'il s'agit d'économie sur l'engrais azoté. S'il existe, il doit à minima être réparti pour moitié sur la culture précédente, c'est-à-dire arriver sur la culture qui permet à la suivante de faire cette économie, parce que sinon on arrive toujours au même résultat, à savoir les protéagineux ça ne paye pas, et puis la culture d'après par contre, elle bénéficie d'un avantage qui n'a rien à voir avec elle-même, mais avec son précédent. Donc la question c'est comment on fait pour répartir de manière équitable et surtout agronomiquement justifiée. Voilà, absolument. Moi, je suis désolée. Il faudrait en fait, évaluer en fait, la quantité d'azote sur l'ensemble de la rotation. Et en fait, je vous présente les résultats en fait, par espèce. Et du coup, je ne fais pas l'ensemble. C'est pareil, en potagère, ils peuvent dire, mais oui, ce qu'on a mis sur nos oignons, enfin, il n'y en a pas moins, etc. Ça mériterait vraiment une étude plus large. C'est bon ? Merci. Merci à Thierry pour cette intervention. Effectivement, c'est toujours pertinent de se reposer les questions là-dessus, les bonnes questions, et de mettre tout ça en parallèle. Un point quand même, je trouve, qui est très important ici à souligner, c'est qu'on voit quand même que depuis le début de ce dispositif AgroSem, qui était quand même, il ne faut pas se le cacher, très expérimental au début, où tout le monde se posait des questions dessus, eh bien on voit qu'aujourd'hui on arrive quand même à avoir bien amélioré les rendements, on a bien amélioré le système, et on veut que ça reste une plateforme de dialogue pour tous et que vous puissiez aussi réagir à tout ça et puis vous approprier aussi un petit peu ce dispositif. On va pouvoir enchaîner avec la prochaine session. Donc là, on va passer sur une session de quelques interventions sur les protéagineux. Donc d'abord, des résultats d'enquête sanitaire sur les productions de semences de protéagineux, comme on vous fait un retour tous les ans sur ce qui se passe, ce qu'on a eu comme résultat et ce qu'on a pu observer sur le terrain. Et puis ensuite, on enchaînera avec quelques travaux sur le poids pour vous illustrer quelques résultats qu'on a pu obtenir. Et donc voilà, on va changer complètement, on passe des céréales un petit peu aux protéagineux sur une session plus courte que pour les céréales. Petite remarque au passage, la feuille d'émargement a bien dû circuler. J'ai cru voir qu'il y avait quelques personnes qui étaient arrivées entre le début de circulation de la feuille d'émargement et puis le temps où elle nous retourne. Il doit manquer peut-être encore quelques signatures dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont, s'il y a des personnes qui n'ont pas signé la feuille d'émargement, n'hésitez pas à revenir vers moi avant de partir ou vers un de mes collègues pour la signer. Voilà, merci. On va passer à la suite. Donc pour la suite, ça va être une présentation, le retour d'enquête sanitaire sur les productions de semences de protéagineux. Donc là, cette enquête, vous avez l'habitude un petit peu tous les ans, je vais faire le récap pour ceux qui ne la connaissent pas. Quel est l'intérêt de faire une enquête sur l'état sanitaire des protéagineux ? Eh bien, ça nous aide à plusieurs points, déjà à faire le point sur l'état sanitaire des protéagineux et de plusieurs bioagresseurs qu'on va cibler, mais aussi de mieux connaître l'impact de ces derniers sur une campagne et d'essayer d'évaluer l'évolution au cours de plusieurs campagnes. Est-ce qu'on a une même pression ou est-ce que ces pressions évoluent et donner des indicateurs qui soient utiles pour l'ensemble des acteurs de la filière. Donc cette enquête, elle se déroule en plusieurs phases. Déjà, c'est une action qui est mise en place dans le cadre de la section céréales, apailles et protéagineux.
Donc c'est à chaque fois fléché sur le programme des actions techniques. Et on a des bioagresseurs ciblés qui peuvent être discutés notamment. On peut revoir à tout moment cette liste de bioagresseurs ciblés en en rediscutant au sein de l'interprofession. Et en accord avec l'interprofession, la FNAMS, elle transmet un courrier à tous les établissements producteurs de protéagineux concernés pour leur demander s'ils veulent bien accepter de transmettre quelques lots de semences à la SNES, qui va pouvoir ensuite réaliser des analyses, sachant que ces analyses, elles sont à la charge de l'interprofession. Et surtout, elles sont indépendantes des analyses qui peuvent être faites dans le cadre de la certification. Donc la SNES réceptionne les échantillons et nous transmet ensuite les résultats d'analyse pour chaque espèce et chaque bioagresseur qui ont été ciblés pour les détecter. Et les résultats d'analyse sont restitués à chaque fois lors de la journée d'information technique, donc qui a lieu comme aujourd'hui même. Mais on s'attache aussi à s'assurer que les établissements qui ont joué le jeu puissent recevoir eux-mêmes les résultats et que pour l'ensemble des acteurs de la filière, on puisse aussi établir une synthèse de détection là-dessus. Donc pour cette année, comme l'année dernière, les bioagresseurs qu'on a essayé de viser ici, sur le pois, c'était principalement la bactériose et le mildiou, et sur la févrole, c'était le mildiou et les nématodes. Concernant la détection de la bactériose sur pois, alors cette année, première information, on a demandé que la recherche de bactériose sur 50 lots de pois. Et on devait avoir tous les résultats pour la mi-janvier pour les 50 lots analysés de pois. Je n'ai pas encore reçu, malheureusement, tous les résultats d'analyse, malgré plusieurs relances répétées. Hein. Ce n'est pas faute d'avoir essayé d'atteindre les échéances pour recevoir les résultats. Et donc là, à ce jour, j'ai que 15 résultats pour des lots analysés. Il y en a 35 autres qui sont en cours d'attente d'analyse où je n'ai pas encore les résultats. Et donc pour 2025, sur les 15 lots qui ont été analysés pour l'instant, on n'a pas eu de détection de bactérioses. Je vous ai remis quand même à chaque fois en bas à droite des diapositives la localisation d'où provenaient les lots pour que vous ayez une petite idée d'où provenaient les lots analysés et puis s'il y a des lots qui sont détectés positifs, que vous puissiez visualiser aussi où ça se situe. Je passe ensuite au mildiou sur pois. Donc là, c'est aussi une analyse qui est en cours depuis plusieurs années. On a eu les résultats jusqu'à présent pour 28 lots analysés. Et là, on avait deux lots de semences qui étaient contaminés avec une présence relativement faible en oospore de mildiou, mais quand même de l'eau contaminée. Donc là, ça concernait les résultats qu'on a reçus pour l'instant, une structure et 2 départements. Et donc là, je vous ai remis aussi sur la carte les zones concernées. Alors l'affichage ne se fait pas très bien, mais bon, vous pouvez voir sur la carte normalement que ça concerne l'Aube et puis ça concerne aussi un autre département un petit peu plus au nord, dans le 80. Et donc, si on essaye de faire un lien avec les retraits qu'il y a pu avoir ces dernières années, je vous ai remis en 2022 la dernière année de dérogation pour le Wakili XL. On voit quand même qu'on a une tendance à avoir une pression mildiou qui se maintient. Enfin, si on parle du mildiou toujours, mais sur févrole cette fois-ci, donc là, pareil, on a eu 16 lots qui ont été analysés. Et sur les 16 lots analysés, pour l'instant, on a un lot contaminé. Donc là, ça concerne une autre structure. Pareil, un lot faiblement contaminé. Et on retombe encore sur un des mêmes départements pour la contamination observée en mildiou. Donc là, on est encore loin d'avoir tous les résultats. Il me manque encore pas mal pour atteindre les 50. Je vous ferai un récap dès que j'aurai tous les résultats plus complets. Pardon, je suis allée trop vite. Sur la févrole, pour la détection de nématodes, donc là, jusqu'à présent, il y a eu 31 lots qui ont pu être analysés. Et sur les 31 lots, il n'y a pas eu de nématodes détectés, alors qu'il y en a eu un petit peu les années précédentes. La détection de nématodes, c'est souvent un peu fluctuant, mais d'habitude, on en a un peu encore. Et là, on a encore 19 lots qui sont en attente d'analyse. Donc, on devrait avoir tous les résultats un peu plus complets à venir. Voilà pour ce point relativement court sur les résultats d'enquête sanitaire en protéagineux.
Juste pour vous faire une petite conclusion récap, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'ici, si on regarde les résultats à date, on a quand même un 7,1% des lots de pois et 6,3% des lots de févrole qui ont été concernés par une détection de mildiou cette année. Donc c'est quand même pas négligeable. Vraiment, le mildiou, ça reste une pression assez importante. Concernant ces résultats, donc la diffusion, je vous ai déjà dit, je reviendrai vers vous dès que j'aurai tous les résultats les plus complets à vous communiquer. Si certaines structures, d'ici la fin du mois d'avril, début mai, n'ont pas reçu les résultats, vous me contactez, c'est peut-être qu'il y a eu un loupé dans l'envoi du courrier ou un courrier qui s'est perdu, donc il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi. Et concernant la reconduction de cette enquête, donc c'est une enquête qu'on mène toujours annuellement, on peut se poser là plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'on maintient cette enquête? Est-ce qu'on modifie certaines cibles à détecter? Ça peut être aussi une perspective. Et puis enfin, ça fait 2 années consécutives que je vous présente ces résultats de l'enquête sanitaire et où je n'ai pas tous les résultats à date pour la journée d'information technique. Il y a peut-être un petit goulot d'étranglement pour la gestion de ces échantillons plus en amont, et ça pose la question de se dire est-ce qu'on maintient ce quota de 50 échantillons, auquel cas je ne suis pas sûre d'avoir tous les ans les 50 échantillons à vous présenter à ces dates-là, mais je les aurai plus tard de toute façon, ou est-ce qu'on diminue le nombre d'analyses demandées. Voilà pour les conclusions sur ces résultats, sur cette présentation. On va passer à la suite. Et oui, bien sûr, merci à toutes les structures qui ont participé. Donc pour la suite, je garde la main pour l'instant avant de repasser la main à ma collègue Charlène. Donc là, c'est des travaux, un projet étudiant qu'on avait confié à des étudiants de l'ESA en toute fin 2024, début 2025, où on les a interrogés pour nous faire une synthèse des verrous qu'on rencontre pour la production de semences de pois protéagineux, enfin de pois en général, donc ça peut être pois protéagineux, fourragers ou potagers, mais ici ce qui nous intéresse c'est pois protéagineux. Et puis on leur a demandé aussi d'aller beaucoup plus loin pour essayer d'identifier de nouvelles pistes à explorer, de nouveaux leviers qu'on puisse mobiliser pour demain. Et ça me semblait important de vous faire quand même un petit point récap pour vous tenir informés de tout ça. Donc ce projet, je vous ai remis les détails, il a été confié à 6 étudiants en dernière année du domaine d'approfondissement en agroécologie pour la filière semencière en DA-FISEM à l'ESA d'Angers, avec une méthode où on leur a demandé d'aller vraiment à la rencontre des acteurs de la filière, quels qu'ils soient, donc agriculteurs, établissements, aussi instituts, etc., pour pouvoir vraiment essayer de capter toute l'information qu'il y a autour des verrous qu'on rencontre sur cette production de semences, mais aussi capter de l'information sur des nouveaux leviers et pas exclure d'aller interroger la littérature internationale ou aller interroger des acteurs à l'international là-dessus. Et enfin, de nous synthétiser tous ces résultats à la fois dans un livrable assez concis, un petit résumé, mais aussi de nous faire un rapport un petit peu plus détaillé là-dessus. Les verrous, je ne vais pas les détailler de manière exhaustive parce que je suis sûre que dans la salle, vous les connaissez tous et vous connaissez très bien le problème. Simplement, je vous représente sur les 12 interviews qui ont pu avoir lieu sur le pois protéagineux. Donc 6 établissements ont répondu présent et encore merci. 3 agriculteurs multiplicateurs ont accepté de répondre aussi. Et enfin, 3 personnes avec plutôt une casquette institutionnelle. Et ce qui ressortait quand on les interroge sur les principaux verrous qu'ils rencontrent, c'est dans tous les cas la notion des stress et des à-coups climatiques subis par cette culture. Ils ont tous insisté sur le fait que c'était une culture très sensible à tous ces risques d'à-coups climatiques. Mais bien sûr aussi tout ce qui est biograsseur avec les maladies en premier, donc bien sûr les maladies fongiques, mais aussi tout ce qui est bactériose, adventice, etc. Les ravageurs qui montent en puissance. Donc ça, vous le savez déjà. Et puis, la difficulté que ça peut entraîner aussi autour de la conduite culturelle. Et enfin, le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que cette culture-là, jusqu'à la récolte, on a toujours un petit doute au moment de la récolte pour être au bon moment et puis arriver à rentrer dans le cadre pour récolter et à répondre aux normes. Donc on est vraiment sur une culture à risque tout au long. Risque fort, à la fois technique, mais aussi à fort impact potentiellement économique si la rentabilité reste relativement faible. Donc après toutes ces problématiques que vous connaissez,
sur les axes de recherche à mobiliser, ce qui ressortait en tout premier lieu. Et là, vous ne serez pas surpris, hein, c'est vraiment que cette espèce, on a encore du progrès génétique à aller chercher. Il y a une forte attente de tous les acteurs sur ce volet-là. C'est mis en avant vraiment comme le premier levier face aux différents stress qu'on peut rencontrer et aussi pour aller gagner du potentiel de rendement. Alors le potentiel de rendement, je sais que ça a généré un petit peu des débats parce que d'un côté on nous dit c'est compliqué d'aller chercher plus de potentiel de rendement et de l'autre il y a des fortes attentes pour pouvoir avoir un peu plus de rendement et une meilleure rentabilité derrière et redonner du dynamisme à cette culture. Mais ce n'est pas le seul levier mis en avant, bien sûr. Donc il y a aussi tout ce qui tourne autour de la reconception pour demain des itinéraires techniques en incluant peut-être des cultures associées. Donc là il y a pas mal de travaux que vous connaissez, qui ont pu être présentés là-dessus. On voit beaucoup dans la littérature des propositions de culture associée, notamment avec des céréales, et tout ce qui est un besoin sur de nouveaux produits, notamment ou alternatifs pour la gestion des cortèges de bioagresseurs qu'on peut rencontrer. Et on retrouve aussi forcément un point noir d'être bien formé et de bien savoir réagir au moment de la récolte. Et enfin, tout ce qui est autour du soutien économique. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que la notion de cette problématique économique, elle a été remontée tout de suite par tous les agriculteurs multiplicateurs, hein, quelles que soient les espèces interrogées. Là, je vous présente que le pois protéagineux, mais il y avait aussi pois fourragers et pois potagers. Et on sent que c'est une thématique forte pour les multiplicateurs et ça a été soulevé aussi pour les établissements. On sait aussi que côté établissement, c'est un vrai sujet d'arriver à valoriser ensuite cette culture sur les marchés. Donc voilà, donc tout ça pour en conclure que sur les leviers à mobiliser, les étudiants ne nous ont pas permis malheureusement d'identifier de nouvelles pistes qu'on ne connaisse pas à vous présenter. Pourtant, ils sont allés voir un petit peu partout tout ce qui se passait, ils se sont interrogés sur vraiment des reconceptions de systèmes aussi qui puissent apporter du nouveau. On savait qu'on leur confiait un sujet qui était quand même très tendu puisqu'on est tous mobilisés autour de cette thématique aussi. Mais tout le monde s'accorde à dire que finalement, il faut arriver à mettre en place un cercle vertueux autour de tout ça qui passe par la possibilité de travailler sur de nouvelles variétés en travaillant sur le financement de la recherche du développement, amener du progrès génétique, pouvoir aussi valoriser un petit peu la conduite des cultures pour arriver à des variétés performantes, des bons rendements et qui donnent aussi envie d'acheter de la semence certifiée, qu'on se perçoit vraiment cet intérêt pour aller de l'avant et puis recréer ce cycle et l'encourager. Donc pour ça, il y a d'un côté forcément différents stress qui peuvent intervenir à tout moment, qui vont déséquilibrer ce cycle vertueux pour l'instant et il y a tout un tas de solutions sur lesquelles on peut aussi agir qui peuvent exister déjà plus ou moins partiellement, que ce soit en allant chercher de nouvelles solutions pour demain, pour intervenir sur le plan technique ou en amenant des actions de soutien financier. Et le fait d'enclencher ce cycle, ça peut aider à créer un cercle un petit peu plus vertueux. Voilà, ce schéma est c'est une petite ébauche, hein, il est très loin d'être complet. C'était juste pour vous illustrer un petit peu la thématique, quelques pistes qui ressortent. Et je sais qu'il y a plein d'autres choses encore à raconter là-dessus. Voilà, ça introduit un petit peu tout ça. Maintenant, je vais passer la main à ma collègue Charlène qui va pouvoir vous parler plus en détail d'une action autour de la conception itinéraire technique. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler du pois d'hiver, pois protéagineux, avec quelques résultats d'essais, notamment par rapport à l'itinéraire technique et la date de semis. Donc pour commencer, en fait, on a mis en place ce type d'essai parce qu'on se pose plein de questions, avec une baisse de rendement au niveau des pois d'hiver, l'impact du climat. Et donc, du coup, est-ce qu'on sème à la bonne date? Est-ce qu'on sème les bonnes densités? Et puis, le lien entre le climat, les densités de semis et les bioagresseurs. Je vous ai remis quelques graphiques que j'ai retrouvés dans la presse, dans Perspective agricole, sur justement cette date de semis.
donc sur l'impact qui peut avoir un impact sur la présence de bactérioses ou de maladies, et puis l'impact de la date de semis sur le rendement. Donc je passe aux essais qu'on a menés sur différentes stations. Donc là déjà des essais qui ont eu lieu en 2022 et 2023. Donc c'était dans un réseau d'essais avec Terrinovia. On avait 2 stations, Saint-Pouange dans l'Aube et puis Brin-sur-Lotion dans le Maine-et-Loire. Et c'était des essais à 2 facteurs. Donc on avait des variétés, et donc 2 différentes, et 3 dates de semis. Donc au niveau des variétés, pour la première année, c'était Furious et Flocon, et pour la seconde, Furious et Foudre. Au niveau des dates de semis, on avait fixé des périodes, donc novembre, décembre et janvier. Au niveau des résultats, donc là, c'est les résultats pour les 2 stations sur les 2 années. Donc on voit que pour les semis de novembre, c'est là où on a un meilleur rendement. En décembre, on perd 7% de rendement, donc c'est une petite perte par rapport à novembre. Et par contre, pour les semis plus tardifs, donc qui ont eu lieu en janvier pour la station de Brin et plutôt sur février à Saint-Pouange, qu'on n'a pas réussi à semer plus tôt. Là, on a une perte de rendement qui est vraiment très importante. On est à 50% par rapport au rendement qu'on a eu au mois de novembre. Ce qui est important aussi, c'est à noter, c'est qu'on a une différence entre les variétés de rendement. Donc, Foudre était meilleur que Furious et que Flocon dans ces 2 essais. Enfin, 4 essais, 2 années. On a eu une année où on n'a pas mis en place d'essais date de semis, donc en 2024. Et donc, l'année dernière, on avait de nouveau un réseau d'essais sur cette thématique. Donc là, de nouveau, un essai mis en place à Saint-Pouange et un autre à Castelnaudary. Donc là, on est sur un essai à 3 facteurs. Donc on a combiné les variétés avec des dates de semis et des densités de semis. Donc au niveau des dates de semis, on est parti sur des dates de semis soit classiques, soit plus tardives. Donc des dates qui varient suivant le site de production. Et des densités de semis également classiques et un peu plus faibles. Donc si on regarde déjà les résultats de rendement par rapport aux variétés, on voit toujours un meilleur rendement pour Foudre par rapport à Furious. Et c'est encore plus marqué pour l'essai à Saint-Pouange. Donc on a un gain de 19% au niveau de la variété Foudre. Si on regarde la date de semis, on a un meilleur rendement pour la date de semis classique par rapport à une date de semis tardive. Donc, le fait de semer plus tardivement, on perd à peu près 23% de rendement en moyenne sur les 2 essais. Si on regarde la densité de semis, donc entre une densité de semis classique et une densité de semis plus faible, on perd à peu près 10% du rendement, sachant qu'on a une baisse effective de la densité de semis qui est de 18%, donc à la mise en place des essais. Et donc, si on compare avec les dates de semis, si on a une date de semis classique, la perte de densité, enfin la baisse de densité, nous fait perdre 8% de rendement. Et si on est sur une date tardive, on perd un petit peu plus, on est autour de 10%. Mais en fait, on perd moins de rendement que la baisse de la densité de semis. Donc là, si on regarde 2 facteurs en même temps, donc densité croisée avec la date de semis, on voit que donc, pour un semis classique avec une densité classique, c'est là où on a le meilleur potentiel de rendement. Et puis plus on se décale dans le temps ou plus on diminue la densité de semis, plus on va diminuer le rendement. Et donc on a à peu près 15 quintaux d'écart entre la date de semis classique, densité classique, et la date de semis tardive avec une plus faible densité. Donc ça, c'était l'essai 25, et on a remis en place un essai sur les 2 mêmes stations pour l'année 26. On n'a gardé qu'une seule variété, donc c'est la variété Foudre cette année. Et par contre, on a rajouté un autre facteur, donc on est toujours sur un essai à 3 facteurs. Donc date de semis classique et tardive, densité de semis classique et faible, et on a des modalités associées ou non à de l'orge de printemps. Qu'on a semé entre 40 et 50 grains. Et là, l'idée, c'est de voir est-ce que l'association peut nous apporter un intérêt économique pour valoriser les rendements de pois qui sont plutôt faibles.
Donc les résultats seront à présenter l'année prochaine. Donc en conclusion, la date de SMI classique permet d'obtenir les meilleurs résultats pour l'instant. Et au niveau de la densité de semis, on peut avoir une baisse de densité de semis qui n'entraîne pas une baisse du même degré, donc une baisse moindre, donc de l'ordre de 10% à peu près de rendement en moins pour une baisse de densité de 18%. Voilà pour moi. Et du coup, ça c'était la slide de départ. Donc il y a un petit... Il y a une petite erreur. Donc, contrairement à la diapo qui était annoncée juste avant, rapidement, dernier petit projet au résultat qu'on voulait vous faire part sur les poids protéagineux, c'est au sujet de l'étude sur les anormaux de poids. Donc, en deux parties sur ce sujet-là, on vous avait déjà parlé l'année dernière du devenir de plantules anormales en conditions contrôlées et aussi du devenir de l'eau de pois protéagineux à faible faculté germinative au champ. Donc quelques actualités pour pouvoir vous dire où on en est et comment on avance sur ce sujet. Je vous ai remis ici à la fois pour les devenirs des plantules anormales en conditions contrôlées les observations qu'on a pu réaliser sur 4 lots en 2024, où là on avait travaillé sur deux variétés, donc deux variétés de pois divers, et à chaque fois deux lots en comparaison qui étaient tous avec une faculté germinative en dessous de la norme. Et ce qu'on observait dans tous les cas pour les différents lots qui avaient pu être comparés, c'est qu'on avait à la fois un pourcentage d'anormaux, mais avec une typologie d'anormaux qui pouvait être variable selon les lots considérés, c'est-à-dire que pour un lot, on pouvait avoir plus ou moins, je ne sais pas, de plantules avec des épicotes Tilburn ou alors des anormaux avec un départ normal ou deux départs dont un normal mais avec deux têtes ou un seul corps, etc. C'était vraiment des typologies différentes selon les lots au niveau des anormaux. Et que si on prolonge les analyses de facultés germinatives, on observait après 8 jours complémentaires qu'on pouvait avoir un gain minimum de 0,5% de plantulaire normale qui redevenait normal pour les 4 lots. Et après 14 jours de prolongation de faculté germinative, là, on passait à plus 1% de plantulaire normale observée qui redevenait normal. Donc ça a montré un certain intérêt potentiel à prolonger les analyses de FG selon les typologies d'anomalies observées. Ça, c'est les résultats de l'année dernière. Et se posait la question aussi par rapport aux anormaux observés, notamment certains types d'anormaux qui avaient potentiellement plusieurs départs, mais un départ un peu avorté, on va dire, et un départ beaucoup plus normal, de dire, et si ces anormaux-là, ils avaient été au champ, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce qu'ils pourraient avoir, finalement, est-ce qu'ils s'en sortent bien, ces anormaux-là? On ne parle pas des anormaux qui cumulent plusieurs anomalies et qui, eux, on sait, ne vont rien donner par la suite, mais certains anormaux ont vraiment des légers défauts et qui posent cette question-là. Donc on a remis en place cet essai pour la campagne 24-25 sur cette fois-ci 4 lots de pois de printemps. On fait à peu près le même constat que selon le lot, on n'observe pas toujours les mêmes types d'anormaux, donc c'est très difficile de se dire on va avoir tant de pourcents d'anormaux de tel type qui vont devenir normaux et tant de pourcents dans chaque lot. On ne peut pas faire une équation pour tirer une typologie d'anormaux, etc. Mais par contre, on voit toujours un intérêt aussi à prolonger les analyses de FG pour certains anormaux. Là, les gains semblaient plus importants de FG cette année. Je ne vous ai pas présenté les données tout simplement parce qu'il me faut un petit peu plus de temps là pour bien revérifier tout, mais on était sur l'ordre d'au moins 2% de gains après des analyses de FG prolongées de 7 à 8 jours et au moins plus 3% de gains pour des analyses prolongées de 14 jours.
Et on a essayé cette année, en 2025, de se dire on va tenter de repiquer les plantules qui ont eu des analyses de FG prolongées au champ en essayant d'aller repiquer les anormaux, mais aussi de repiquer quelques plantules normales pour se comparer ce qu'elles deviennent au champ et se dire est-ce que finalement les anormaux qu'on a pu observer et qui restent anormaux au champ, ils ont un devenir qui va être proche des plantules normales, tout en se posant la question, et vous en doutez bien, repiquer des plantules qui ont subi plusieurs repiquages déjà en conditions labo, avec des plantules qui, au bout d'un mois, elles sont assez hautes et étiolées, c'est pas évident. Donc malgré une phase d'acclimatation qui a été vraiment... on les a vraiment bichonnées, ces plantules de pois, pour vraiment les acclimater petit à petit. Le repiquage s'est fait, mais les plantules n'étaient pas dans les meilleures conditions. Curieusement, ce qu'on a pu observer quand même, c'est qu'il y avait les plantules anormales, la plupart, avaient l'air de parfois mieux se développer au champ que les plantules normales. Mais ces plantules n'ont pas trop abouti, donc je pense qu'on ne peut pas parler de succès ou qu'on puisse exploiter réellement ces données, mais il y avait quand même... on voyait que les plantules anormales n'avaient pas l'air de s'en sortir beaucoup plus mal que les plantules normales. Donc ça soulève quand même la question de se dire, finalement, peut-être qu'elles auraient pu quand même bien s'en sortir au champ. Je passe ensuite aux études en champ. Donc là, sur le devenir des lots de semences de pois à faible FG au champ en 2024-2025, on s'était sur 8 lots de semences de pois d'hiver et avec 3 variétés et des lots avec des FG plus ou moins bonnes. Je vous ai remis un petit code couleur. Normalement, c'est censé être vert pour ceux qui ont une très bonne faculté germinative. Tout en sachant que là, les semis se sont faits vers la mi-novembre avec une densité en graines par mètre carré qui était à peu près la même. On a des bonnes conditions, un semis dans de bonnes conditions, une levée plutôt homogène qui a bien pris. Et puis un automne-hiver quand même marqué par quelques pluies, quelques incidents aussi en cours de culture. On a eu à la fois un mélange d'anthracnose et de cholétotrichome, le fameux complexe maladie qui est apparu, avec une intervention fongicide pour essayer de calmer un peu le jeu. Et puis il y avait aussi, il me semble, une intervention insecticide qui avait dû avoir lieu plutôt contre les pucerons. Et on a quand même observé la présence de bruches arriver un petit peu malgré nous, et ça on sait que les bruches on n'y peut pas grand-chose, et on en est arrivé avec une récolte assez précoce après une floraison qui a eu lieu à peu près entre mi-avril et mi-mai. Et concernant les résultats de ces essais, je vous ai remis les densités de peuplement qui finalement étaient au final assez similaires au 12 mai pour toutes les variétés, à part peut-être foudre pour la variété qui avait vraiment la plus basse faculté germinative en tout cas. Et au global, sur les autres données observées, on ne voit pas de différence significative. Jusqu'au rendement où là non plus on ne détecte pas de différence significative. Les rendements sont plutôt corrects dans l'ensemble. On peut voir des tendances peut-être un peu numériques par-ci, par-là, mais en vrai, il n'y a pas de différence significative sur les rendements. Et par contre, tous les lots cette année n'ont pas une bonne FG. L'année précédente, on n'avait que des lots avec une faculté germinative à plus de 91%, etc. Donc tous les lots, qu'ils aient une mauvaise FG ou pas au départ, ils avaient plutôt 91% de faculté germinative. Et là, peu importe la faculté germinative de départ des lots, on produit des lots qui n'ont pas atteint de bonnes facultés germinatives. Je vais y revenir juste après. Je vous ai remis aussi les PMG. Si on regarde de plus près les lots qui ont été récoltés, avec le détail des normaux, des anormaux et des graines mortes, là on voit qu'on a quand même un fort pourcentage d'anormaux et de graines mortes, avec en moyenne, si on compile tous les lots ensemble, 16% d'anormaux et 18% de graines mortes. Alors ça peut s'expliquer aussi peut-être par les aléas qu'il y a eu en culture, les incidents que je vous ai mentionnés avant. Ça pose forcément question. Et ce qui est intéressant de mentionner ici, c'est que finalement, peu importe la FG de départ des lots, on voit qu'on arrive à... C'est les conditions de culture plutôt qui influent sur la capacité à arriver à des lots avec une bonne FG à la fin. Et ça pose la question, si on part avec des lots départ avec une bonne FG ou une plus mauvaise FG et qu'on arrive finalement à la fin à des résultats similaires,
de se dire est-ce que finalement ces anormaux, ils n'ont pas contribué à atteindre ces mêmes rendements, etc. Donc peut-être on va dans cette hypothèse dont on a tous déjà discuté avant, de se dire les anormaux finalement, ils sont peut-être anormaux, mais ils permettent de compenser une certaine perte et il y a peut-être un intérêt à les réinclure un petit peu dans l'équation. Voilà, c'est ces quelques résultats-là que je voulais vous présenter à date en tout cas, et j'espère pouvoir aller plus loin et vous apporter de nouvelles données prochainement sur ces sujets. Et en 2026, là, on remet en place un essai sur des pois de printemps, où on cherche à chaque fois à comparer une variété, pour une même variété de pois de printemps, un lot avec une bonne FG au-dessus de la norme et un lot avec une FG en dessous de la norme. Donc on a déjà on reçoit quelques lots là pour mettre en place cet essai, mais n'hésitez pas, si vous avez des lots complémentaires, à nous transmettre, on pourra les intégrer. Merci. Hop. Avant de poursuivre, je vous propose qu'on fasse une petite session de questions sur ces histoires de protéagineux. Est-ce que ça soulève des questions, des remarques dans la salle ? Pas de questions. On espère en tout cas que c'est... une question, pardon. Merci. De ce fait-là, on est plutôt à aller contre ce qu'on disait il y a encore 2 ou 3 ans, où on pouvait récupérer quasiment 30% des anormaux. Est-ce que vous n'auriez pas pu prendre le premier test et le semer, puisqu'on voit que d'aller le repiquer, ça ne fonctionne pas, mais de prendre le même lot, statistiquement c'était le même lot, pourquoi on ne peut pas le semer ensuite ? Alors, c'est une bonne question. Pour répondre à cette étape en plusieurs phases, effectivement, si on a une idée de la représentativité des anormaux dans l'eau, on sait une possibilité. Après, on ne sait pas détecter au champ quelles sont les pentules normales ou quelles sont les pentules anormales dès le départ. Ça serait vraiment trop complexe à avoir en pleine terre. À savoir que dans les lots là, qui ont été présentés, je n'ai pas tout représenté en détail, mais pour la variété Symbiose, on avait fait l'exercice. Notamment pour les pois de printemps, il y a eu d'autres lots aussi sur pois d'hiver où on avait fait comparativement le semis au champ et puis l'étude en laboratoire. Simplement, par contre, c'était prévu normalement que ces analyses se fassent la même année sur les mêmes variétés. Et on avait été embêtés la première année parce qu'on avait commencé à faire des études en laboratoire sur des pois d'hiver. Et on était tombé sur une année où créneau impossible de semis de pois d'hiver. Du coup, on a dû se rabattre sur des semis de pois de printemps. Et la deuxième année, du coup, on a inversé, on a repris les lots. En gros, on a fait les analyses sur pois de printemps au labo et puis les analyses au champ sur des pois d'hiver en réincluant aussi des nouveaux lots. Alors là, du coup, on voit, c'est un peu difficile de voir les différences. J'avoue que là, il faut que je creuse encore les données. Ça fait partie des choses que j'aurais voulu voir plus en détail. Et honnêtement, un jour, j'ai malheureusement pas eu le temps que je voulais pour pouvoir regarder plus loin, mais j'espère pouvoir communiquer là-dessus. C'est la question du chiffre. À chiffrer pour savoir combien de pourcents d'anormaux on peut réintégrer. C'est vraiment pas évident, mais là, potentiellement, de ce qu'on voit, c'est que si on additionne tous les anormaux et les normaux, on arrive au même potentiel à la fin. Donc c'est potentiellement réinclure une grosse partie des anormaux. En fait, le chiffre dont tu parles, Thomas, c'était l'étude qui avait été faite sur les févroles et pas sur les pois. Et il me semble que c'était une catégorie précise d'anormaux, c'était les plantules avec léger défaut aérien. Et là, je pense que ce qu'elle a présenté, c'est tout, c'est globalement. Mais en fait, ce que ça montre, en fait, tous ces essais sur les
pois et les févroles, c'est très intéressant parce que finalement, au champ, on voit que quand on descend même à 60%, lorsqu'on sème des lots qui sont à 60% de FG, on a quand même des comportements qui sont assez similaires à ceux qui sont à la norme, quoi. Donc ça pose vraiment la question de est-ce qu'aujourd'hui est-ce que la norme excusez-moi Thierry, j'avais dit que je ne parlais pas, mais là je suis. On a vu. Tu vois, les conditions de travail sont déplorables ici. Non, mais du coup, sur les févroles, on avait des lots. Lorsqu'on descendait pareil à 60%, on avait quand même au champ des comportements qui étaient assez similaires à des lots qui sont au-dessus de la norme. Donc vraiment, moi je pense que ça remet sur la table la norme pour ces espèces-là, pour ces espèces de protéagineux. Après, c'est un débat que je ne vais pas ouvrir ici. Je ne sais pas si Thierry veut dire un mot là-dessus. J'ai rien entendu, parce que tu parles pas. Non, mais c'est un vrai problème. Et puis, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est que des pois, ils sont faits quand même depuis des dizaines d'années. Moi, je n'ai pas souvenir qu'il y a 30 ou 40 ans, on avait autant de difficultés de germination avec les pois. Et pourtant, ils avaient plutôt tendance à avoir des PMG bien supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et puis alors pour les pois d'hiver, c'est encore plus vrai, puisqu'on est sur de petits PMG et que on avait tendance à considérer qu'il y avait une corrélation très forte entre le PMG et puis les problèmes de germination. Donc, intuitivement, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas suffisamment la question du matériel de récolte, et notamment de machines de type classe. Dont le système de battage ressemble plus à un moulin à café qu'à autre chose. On est également avec des barres de coupe qui sont de plus en plus larges et un point d'entrée qui est vraiment très étroit. Donc je pense que tout ça, ça n'aide pas. Quand on voit aujourd'hui la hauteur à laquelle on vide, c'est pas mal non plus, et là pour le coup il n'y a pas de protection, on ne met pas de caoutchouc ni quoi que ce soit. Je pense qu'il faut qu'on essaye de regarder ailleurs parce qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer, parce que encore une fois nous on produit des semences de protéagineux depuis, moi je suis arrivé en 1985, et les variétés à l'époque faisaient couramment entre 300 et 350 de PMG. Donc franchement, je pense qu'il faut qu'on essaye de voir plus sur les conditions de récolte que uniquement sur le constat postérieur. Il faut qu'on remonte parce qu'il y a forcément un problème quelque part. Pour rebondir sur ce que tu dis Thierry, et qui est aujourd'hui très juste. Vous remarquerez que c'est plus intéressant que ce qu'a dit Claude Emmanuel. On ne compare pas, tout est intéressant. Moi, je compare. À ce stade, et je pense que c'était utile ce petit complément sur la févrole aussi. Pour rebondir sur le point que tu soulèves, les conditions de récolte, il y a aussi, je pense, peut-être un effet physiologique, notamment lors de la formation des graines, qu'on néglige avec tous les à-coups climatiques et notamment les stress chauds qu'on a de plus en plus. Ouais, mais ça peut intervenir dès la formation et impacter ensuite toute la formation. C'est des pistes aujourd'hui, je pense, à ne pas exclure. Effectivement, cette double corrélation entre la physio, les stress climatiques et puis la récolte, où on sait que le pourcentage d'humidité des grains peut diminuer très très vite au moment de la récolte, et que c'est exactement très minutieux de pouvoir aller récolter des semences de protéagineux. C'est peut-être un ensemble de facteurs qu'on peut effectivement creuser là-dessus. Voilà. À la sélection, et on a des plus petites batteuses et du matériel où on est au champ et on ne voit pas exactement la même chose sur nos batteuses de production aussi de G1, G2 que ce qu'on voit sur nos productions de G3, G4 et 1. C'est un fait. En fait, ce n'est pas juste qu'un problème de batteuse. C'est vraiment, il y a les conditions de récolte aussi qui jouent beaucoup. La période à laquelle on récolte. C'est des graines qui vont à maturité très très vite. On peut passer d'un stade de 30% d'humidité aujourd'hui à moins de 20% le lendemain. Donc il faut être vraiment très alerte sur les conditions de récolte de ces graines-là. Oui, je voulais apporter une petite précision qui me vient, moi personnellement, des pois potagers. Donc c'est la même famille, mais ce n'est pas le même marché.
Il faut juste savoir que les industriels aujourd'hui en pois potager n'achètent pas une germination, ils achètent une électroconductivité. Et je suis assez surpris que ce point et ce test qui existe effectivement depuis un certain temps et qui permet de traduire par le test ce que vous disiez Thierry sur le côté humidité, conditions de récolte, mécanisation, c'est de mon point de vue le seul critère qui permet justement d'identifier dans quelles conditions le pois il a été récolté. Et de mon point de vue, demain, il faudrait presque plus parler d'électroconductivité que de germination sur les pois. Donc quel est votre regard sur ce test qui a fait ses preuves, il me semble, et qui pourrait être intéressant à redévelopper peut-être? C'est une perspective intéressante. Honnêtement, je ne maîtrise pas ce sujet à fond. Et je ne sais pas si certains veulent rebondir dans la salle là-dessus, sur sa mise en place aujourd'hui ou autre. Très bonne remarque en tout cas. Merci d'avoir soulevé ce point intéressant. Je vois personne rebondir pour l'instant. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer à la séquence suivante. Donc là, la séquence suivante, ça va être le retour sur l'enquête qui a eu lieu sur les coûts de production. Et on approche petit à petit, ça sera une des dernières présentations avant la fin.